Bonsoir. Une attaque perpétrée contre nos forces armées à la base militaire de Ndotré. Que s'est-il passé? Les détails dans quelques instants. Et les populations sont plongées dans le noir. Les habitants de plusieurs quartiers d'Abidjan se disent agacés par les coupures intempestives d'électricité. À quoi sont-elles dues? Que dit la compagnie ivoirienne d'électricité? Eh bien, nous y reviendrons ce soir. Nous irons en incursion ce soir au Sénat, son mode de fonctionnement, son organisation. Et pour en parler, nous serons en compagnie de Katou Kabié-Roland. Il est le sous-directeur des études et du suivi politique public du Sénat. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information. Comme vous l'avez toujours souhaité, bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, nous sommes mercredi. Et mercredi, c'est l'acte 3 de notre rendez-vous. Tu n'étais pas sûr? I know, right? C'est mon jour préféré de la semaine. Ah oui, mercredi? Oui, je suis né un mercredi. Ah oui. Et moi, c'est jeudi. J'adore les Moi jeudis. aussi, je suis né un mercredi, mais mercredi, Dimanche. moi Est-ce j'aime que les ça samedis. il y a une signification particulière pour... Quand vous êtes mercredi, vous avez plus de chance Oui, sur en certains. tout cas, mercredi, moi je suis le middle dans ma famille. En tout cas, tu vois, celui qui est au milieu entre... Enfin bref, Donc, donc au vous milieu de la signalez semaine, le milieu de la que semaine. mercredi, votre nom serait Conan. Mercredi, voilà, ne discutez pas là-dessus, Conan. D'accord. Ok, voilà, je Il ne prends. pas cette musicalité, c'est Conan quoi. Je prends. Ok. Why not? Why not? Ah non, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Mercredi, Le barbare peut-être. Sophie, Conan, Shine Shine. C'est Conan pour les femmes aussi? Non. Non, je pense pas. Ok. C'est Amlan, me dit. C'est Amlan. Amlan. Oui, c'est quoi c'est ça? Tu veux faire partie des enfants de Conan? Amlan. Sophie Amlan, Shine Non, Shine. Amlan. La petite info avec vous, Rihanna. Si vous nous parlez de quoi Je vais parler des inconvénients des ressemblances. Des Vous demandez ressemblances. sûrement pourquoi je choisis ce sujet. Parce que je vais vous parler du cas justement de cette ville qui s'appelle, c'est la commune de Beach qui est située dans le nord-est de la France. C'est fort, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est située dans le nord-est de la France, dans le département de Moselle. Alors la mairie de cette commune justement a ouvert une page Facebook pour pouvoir garder le lien avec sa communauté. Et ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme de Facebook a confondu le nom justement de cette commune à une insulte que je ne vais pas dire sur ce plateau, Tu l'as déjà dit. mais qui s'apparente à la commune de Beach. Donc, conséquence, la page Facebook... Sophie. Donc, conséquence, la page Facebook a été dépubliée. Il a fallu près d'un mois pour que Facebook décide de réactiver la page, justement, suite à beaucoup de médiatisation qui avait été faite, justement, autour de ce cas. Il faut savoir que après une procédure d'appel, le PDG même en fait, de Facebook France a contacté le maire pour s'excuser du désagrément. Le maire de Beach? Vous faites exprès, là. Vous faites exprès, Non, c'est le nom de la madame. ville. Vous faites exprès. Pour s'excuser du désagrément. Et écoutez, ils ont dû, en attendant, créer une autre page avec leur code postal et tout ça pour pouvoir continuer d'entretenir la communauté. En tout cas, c'est pour parler un peu des inconvénients de quelques ressemblances. Mais on va aller plus loin. Il y a des ressemblances physiques qui ont pu attirer notre attention. C'est celle du sosie de Michael Jackson. Il vit à Barcelone. Son métier, c'est d'être sosie. Et tous les jours, il est accosté dans la rue pour qu'on lui demande en fait de faire des tests ADN parce qu'on estime que il est au moins lié à Michael Jackson. Il se fait harceler tous les jours, on lui demande des tests ADN, tout le monde le suit, on prend des photos avec lui et c'est carrément son métier en fait. Et voilà, c'est le sosie de Michael Jackson. Ressemblance aussi qui a ses inconvénients. Faut aller voir, hein, faut aller voir. Il s'appelle... Il s'appelle Sergio Cortés. Sergio Cortés. Allez voir, tapez Sergio Cortés. C'est vrai qu'on a voulu présenter des C'est images. dommage qu'on n'ait pas. Oui, Oui, on aurait voulu. il y a une très très grande ressemblance. Hein. Moi, Ouais, vous avez dit sosie, donc on peut comprendre. Oui, Non, mais il y a c'est des bon. fausses aussi. Oh. Alors justement, Pour Il y a les des sosies ressemblances, dans Koumassi, hein, on les voit ici. Pour les Ils ressemblances de ressemblent pas communes, là, forcément. il y a des trucs bien, franchement. Ah non, ah non, ah non, il y a Serge, non. des trucs Non, très bien. non, 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 Serge, non. Mais ça après, va. c'est des Non. noms de Non, communes. non. Même en Côte d'Ivoire, hein, vous savez. Oui. Ouais. Ok. Ouais, Lesquels? en Côte d'Ivoire aussi, il y a des... Lesquels?
Ah, bah, si je peux pas dire pour les... Non, c'est vrai, c'est clair. Oui, mais c'est vrai. Et justement, de plus en plus en Côte d'Ivoire, pour poursuivre l'information, il y a des Koumassi qu'on rajoute à des ressemblances. La dernière fois, j'ai même vu Nelson Mandela de Koumassi. Il ressemblait? Il ressemblait à Nelson Mandela, Arrêtez. oui. Parfois, mais ils si. ressemblent pas du tout. Ils Non, ressemblent mais pas du Nelson tout. Ils ont Mandela, il peut-être ressemble. la même coiffure. Parfois, ils ont que Moi, la j'ai même vu Davido coiffure, de que les mêmes Koumassi lèvres. ressemble. Ah Davido ouais. de Koumassi, Caris de Koumassi aussi. Oui, on a ressemble. vu Fabrice Sawignon de Koumassi. Ouais, il est Willy sur Dombo. le midi. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un qui s'appelait, lors d'un casting, son nom c'est Bangali, ses prénoms, j'insiste, sont Laurent Gbagbo. Donc, ça s'appelle Bangali Laurent Gbagbo. Son extrait de naissance. C'est son extrait de naissance, authentique. Incroyable. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir, il faut assumer. Bon, on va faire un tour de l'actualité, à tout de suite. Beaucoup plus sérieusement, un tour de l'actualité, celui-là concerne les situations sécuritaires. Les populations de Ndautré ont eu le sommeil troublé hier, dans la nuit d'hier aujourd'hui, Madame Bleu. Que s'est-il passé dans cette zone? Effectivement, sur une note moins joyeuse, on a eu cette attaque qui s'est tenue hier. Donc, les forces armées de Côte d'Ivoire ont subi dans la nuit du 20 au 21 avril, donc aux environs de 1h du matin, une opération qui visait leur caserne, donc celle d'une de leurs unités située à Ndautré. Donc c'est dans la commune d'Abobo, à la lisière avec Anyama. Et les premiers éléments font état d'un bilan officiel de 3 morts et d'une arrestation dans le rang des assaillants, avec également de nombreux matériels qui ont été saisis pendant cette attaque. Et de leur côté, les forces armées de Côte d'Ivoire, donc les FACI, ont déploré un blessé léger. Des armes, des munitions, du matériel de télécommunication ont été saisis pendant cette attaque, comme je le disais. Des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les portes de cette base militaire, avec l'intention d'y pénétrer de force. Donc la réaction a été immédiate venant des forces armées de Côte d'Ivoire qui étaient présentes. Et il y a donc eu lieu des échanges de tirs, obligeant les assaillants à prendre la fuite à ce moment. Il faut savoir également que dans un communiqué, l'état-major général des armées a précisé que des opérations de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent, en ajoutant que la situation sécuritaire est sous contrôle. Donc ils tiennent à préciser, à rassurer les populations qu'elles peuvent vaquer à leurs occupations et qu'ils ont la situation sous contrôle. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est, on va dire, dans l'œil du cyclone depuis le début de l'année. On a eu différentes attaques, dont celle de Kafolo. Les 2 dernières qui ont eu lieu se sont passées à Kafolo. Donc le 12 avril 2021, on avait une détonation d'une charge explosive, ça c'est récemment, sur le tronçon Nation-Kafolo, au passage d'un véhicule de la gendarmerie. L'incident n'a pas fait de victimes ni de blessés. Et dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars, les postes de sécurité toujours situés à Kafolo et à Kolobougou, dans le département de Teigny, dans le nord ivoirien, ont été visés respectivement par une attaque armée menée par une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso et une autre par des individus non identifiés selon le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Alors, dans le cas de l'attaque de Ndautré, vous avez dit il y a du matériel, donc il y a eu du matériel qui a été saisi, des munitions, des armes, du matériel de communication. Cela permettra certainement à l'état-major de plus ou moins se rapprocher de l'identification de ces individus. Certaines informations on a quelques informations qui ont fuité, au fond, des tas de personnes venant d'un pays frontalier. Du Libéria notamment. Je tiens à préciser, donc, selon Jeune Afrique, selon les informations venant de journalistes de Jeune Afrique, des enquêteurs ont recueilli après l'interrogatoire d'un des assaillants, en tout cas auraient recueilli après l'interrogatoire d'un des assaillants qui a été arrêté, et en disant que c'était des miliciens libériens qui venaient de cet État, qui ont été recrutés pour tenter de déstabiliser les forces de sécurité et la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on est au conditionnel. Et les services de renseignement libériens avaient déjà aussi alerté leurs homologues ivoiriens à propos de menaces. Donc, on a vu circuler également une note de l'ambassade du Libéria, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Libéria également, qui faisait état d'une série d'événements qui pourraient avoir de potentielles conséquences sur notre territoire, notamment des évasions à la prison centrale de Upper, située dans le comté du Maryland, proche de la frontière avec la Côte d'Ivoire, donc Tabou.
Déjà, donc il n'y a pas de lien donc, entre les attaques Pas tout de suite, oui. pas tout de suite de lien entre les attaques de Kafulo, de Teini et celles de Ndotré. Mais une chose est sûre, ces attaques-là mettent à rude épreuve le dispositif sécurité ivoirien. C'est vrai qu'on arrive à les repousser. Tant mieux d'ailleurs et bravo à nos forces de défense et de sécurité. Mais encore une fois, ça nous interpelle. En tout cas, ce sont des mauvais signaux, en tout cas, qui font état de menace, en tout cas sur la sécurité nationale, parce qu'on a l'impression que c'est très poussif, que ce sont des tentatives. On a l'impression que certaines veulent se ravitailler en armes. C'est assez remonté, oui. On ne sait pas si ça participe d'une stratégie globale. Non, en fait, j'allais dire, quelle que soit la source, chaque attaque qu'on annonce ou qu'on apprend, c'est l'attaque de trop, justement, qui nous montre qu'on a à s'inquiéter, en fait, sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré toutes les forces qui sont déployées, malgré tous les efforts que l'État a fait, on voit quand même qu'il y en a qui payent, parce qu'il y a des décès, il y a des blessés. C'est à chaque fois l'attaque de trop. Donc, quelle qu'en soit la source, il faut vraiment trouver une vraie solution efficace et durable à ce problème. Non, moi je veux dire que le communiqué de l'état-major a été quand même assez rassurant. Et on arrive en tout cas à voir que nos forces de défense arrivent à réagir de façon très prompte en ce qui concerne leur mission de défense du territoire. Donc jusque-là, moi, ça me rassure encore, d'autant plus que les points attaqués pour l'instant sont justement des postes de défense et de sécurité. Donc la population, pour l'instant, est épargnée, qu'elles soient ces attaques d'origine terroriste ou diverses. Je me dis, pour l'instant, je suis encore rassuré parce que les choses sont bien prises en main par nos forces de défense et de sécurité. J'espère que ça continuera comme ça, même à ce qu'on essaie justement d'éradiquer cette menace. Depuis plusieurs années également, les forces de défense et de sécurité, les services de renseignement, le ministère de la Défense arrivent en tout cas à déjouer régulièrement des attaques qui sont préparées, planifiées. Et ça, c'est rassurant, comme tu le dis. On n'est pas informé de tout ce qui se passe, mais je pense qu'ils font suffisamment de travail pour éviter que ça dégénère. Exactement. La DGSE, en France aussi, avait un des responsables avait prévenu... que des zones comme la Côte d'Ivoire, le Bénin étaient dans l'œil du cyclone. Ça avait été décrit parce qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau qui nous apprenait. Après, on est entouré de pays du G5 Sahel, comme le Mali, le Burkina, qui subissent régulièrement des attaques. Nos portes de frontières également sont attaquées régulièrement. Mais je pense que nos autorités, en tout cas, ont les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts et qu'ils sont en alerte maximale pour permettre à toutes les populations que nous sommes de pouvoir vaquer à nos occupations tranquillement. Très bien. Bon, en tout cas, bravo encore une fois à nos forces de défense et de sécurité et puis prendre rétablissement aux blessés. On va évoquer un autre point qui on va le dire, qui inquiète, qui rend mécontents les Ivoiriens. Eh bien, ce sont les récentes coupures intempestives d'électricité. Oui, pour tout vous dire... Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais coupure intempestive d'électricité, ça fait CIE. Alors on va planter le décor d'abord, on va revenir sur les faits. Il faut savoir que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, donc dans la nuit... Vous allez sortir tout à l'heure. Au coin. Vous allez sortir du plateau. Vous êtes punis là. Non, mais j'ai eu le temps de méditer sur la question dans le noir hier soir, donc... Bon alors juste pour planter le décor avant tout commentaire, on va dire que dans la nuit du mardi 20 avril aujourd'hui 21 avril, quelques quartiers de la ville d'Abidjan ont dormi dans le noir. Il faut savoir moi j'ai dormi dans le noir hier, et je peux vous dire, vous aussi... Moi j'ai passé toute la journée sans courant. Énormément de personnes, en tout cas même ceux qui n'ont pas été touchés par, on va dire, ces perturbations-là, ont entendu parler de ça. C'est le buzz de la journée sur le plan, dans la société ivoirienne. Donc ils ont dormi dans le noir et c'est dû à une coupure d'électricité justement, qui pour certains quartiers en fait s'est même étendu de 21h à presque 7h du matin. Certains quartiers ont pu être alimentés en électricité ce matin et puis encore une fois, l'électricité s'est coupée pour revenir, je pense, en fin d'après-midi. Jusqu'à ce matin, dans certains autres quartiers, il n'y avait toujours pas d'électricité. Alors, il faut savoir que la CIE, dont tu parles justement, s'est exprimée à travers un communiqué. Compagnie ivoirienne d'électricité. Compagnie ivoirienne d'électricité s'est exprimée sur les réseaux sociaux et en substance, ils ont affirmé que les coupures étaient dues à un incident qui était survenu dans la nuit du mardi à la centrale de production d'Azito. Donc, dans toujours ce même communiqué, ils affirment que les villes
villes de l'intérieur sont également touchées pour certaines villes. Et puis, naturellement, ils présentent leurs excuses pour tous les désagréments que cette situation a pu occasionner, comme les personnes qui n'ont peut-être pas pu se doucher ce matin pour aller au travail. C'est ça, c'est l'eau. Ils font si ça, nous, on n'a rien à voir. Vous voyez les gars de la SODECI. Non, mais c'est vrai que c'est une situation, ils ont coutume de le dire, indépendante de la volonté, parce que c'est une panne qui arrive. Mais il faut reconnaître que c'est accompagné de nombreux désagréments. Et même que ça fait peur quand on voit ce qui s'est passé hier en Dautré. On imagine bien que des gens se retrouveraient dans une zone plongée dans le noir, entendant des crépitements d'armes. C'est pas fait pour assurer les uns et les autres. C'est vrai qu'à leur corps défendant, ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir parer au plus pressé et pouvoir gérer cette situation-là. Il faut reconnaître que, messieurs de la CIE, c'est... Moi, par contre, j'ai quelque chose à dire, parce que cette situation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette panne au niveau de la centrale d'Azito qui serait une panne de turbine à gaz. Mais on connaît cette situation depuis un moment, c'est pas la première fois. Justement, c'est bien de nous dire pour se communiquer là, pour mais avant ça déjà, on avait déjà commencé à se communiquer. On en a parlé sur ce plateau, donc moi je pense qu'il y a quelque chose que la CIE ne nous dit pas en vrai. Est-ce qu'elle est habilitée à nous le dire de ce que j'ai eu comme information d'une source bien infiltrée? Je pense que non, parce qu'elle bien introduite, effectivement, c'est pas à la CIE de communiquer sur le dysfonctionnement du réseau, mais plutôt à l'État via sa structure, sa société Côte d'Ivoire Énergie. Donc on attendrait peut-être, pourquoi pas, des informations par rapport à cela. Mais toujours selon ma source, on serait dans une situation de répartition d'énergie qu'on pourrait également appeler délestage, même si le mot ne plaît pas et qu'on ne veut pas l'entendre. Mais en vrai, nous sommes dans une période aujourd'hui où on a un déficit de production d'électricité dû à un manque d'apport d'eau au niveau des barrages hydroélectriques et une panne sur cette turbine d'Azito, toujours selon ma source. Ce qui voudrait dire que la production d'électricité est réduite de près de moitié, pour une production de 1500 MW par jour, on en est aujourd'hui à 800. Donc du coup, on est bien obligé, je pense au niveau de la CIE, de répartitionner le courant, que ce soit à l'intérieur du pays comme sur les différentes communes d'Abidjan. Chaque année, parce que j'avais déjà eu à l'époque à recevoir le dernier délestage qu'on a eu, il date, oui. je pense, de 2011, oui. je crois. Donc, au sein de la CIE, où on m'avait expliqué avec un responsable technique à l'appui comment ça fonctionnait. Et on était toujours dans les mêmes périodes, donc la période sèche. De janvier à mai, où on se retrouve avec oui, un déficit de production d'eau. Les périodes chaudes, c'est les périodes dans lesquelles on a un pic de consommation d'électricité, c'est sûr. Et donc, on est dans cette période-là. Et en plus, on est dans une période, je pense, de sécheresse. Il ne pleut pas beaucoup, donc les barrages ne sont pas approvisionnés en eau suffisamment. Plus suffisamment. d'énergie parce qu'on utilise beaucoup plus d'appareils comme des climatiseurs. Au niveau, par moment, quand on est dans les périodes chaudes, il y a de nouveaux lotissements. Voilà. Quand il le disait, certains le disaient, des sources bien introduites au niveau de la CIE, qui disaient chacun ses sources. J'ai jamais dit que la mienne était à la CIE. qui disait que le développement, en tout cas le développement des infrastructures électriques dans ces zones n'avait pas forcément suivi. Donc, pour peut-être un appareil, comment on les appelle, ces bornes d'électricité qu'on trouve dans les quartiers, ces transformateurs, pour une population peut-être de 200, 300 ou 500 habitants de plus, on avait un seul transformateur. Ça, je prends juste un exemple comme ça. Et que le développement de ces infrastructures électriques n'ont pas suivi le développement de ces lotissements. Ça, c'est la raison officielle qu'on nous a donnée la dernière fois lorsqu'on cherchait à s'expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait des coupures d'électricité, notamment dans les zones au niveau de la Riviera, Bingerville et Port-Bouillet. On nous a dit que c'est justement parce qu'on était dans cette période chaude et que c'était des zones à forte densité démographique. Par contre, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est la même chose qui est en train d'arriver et un peu partout. Donc, il y a forcément quelque chose qu'on nous cache au niveau du rationnement de la distribution. Les barrages ne produisent pas suffisamment d'eau dans cette période sèche également. Donc, tu mêles les deux, ça fait un problème. Bien sûr, donc il faut lâcher le mot. Et je pense que les Ivoiriens ont besoin de comprendre et d'avoir vraiment des explications par rapport à ce qui arrive, d'autant plus que ça crée beaucoup de désagréments. Même au niveau des pays frontaliers qu'on dessert en courant aujourd'hui, c'est réduit. En avril, il y a une période de délestage.
réduit de message moitié aujourd'hui ce qu'on leur envoie. Donc ils en souffrent aussi. Ouais. On a vraiment besoin de communication. C'est une forme d'interconnexion, C'est s'il une faut pas situation oublier. qui est très récurrente et quelle que soit justement la justification qu'on donne à chaque fois, parce que c'est toujours de différentes justifications, il y a un réel problème qui est dû justement à l'alimentation en électricité dans la ville d'Abidjan. Et ça, il faut vraiment trouver des Est-ce solutions. qu'il faut réfléchir à une autre façon de produire l'électricité? Je ne sais Voilà. pas, moi, peut-être à l'énergie solaire, éolienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vraiment poser le problème sur la table et expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Si En c'est tout un cas- délestage, il faut que les gens soient au courant qu'il y aura un délestage, d'autant plus que ma source me dit qu'il faut se préparer sur une période au moins 2 mois, pour que les gens prennent leurs dispositions. Je pense que c'est super important. On a le droit de savoir ce qui se passe lorsqu'on paye des factures tous les jours et qu'on a, en plus, on ne sait même pas si on aura, si ça sera pris en compte les 7 heures et les 8 heures, les 10 heures de C'est coupure jamais par pris en jour sur compte. nos factures. Jusque-là, ça n'a pas encore été pris en compte et on espère bien qu'on va qu'on va nous entendre cette fois. Donc la moindre des choses, c'est de nous informer de ce qui se passe en ce moment, que ce soit Côte d'Ivoire Énergie, que ce soit le ministère des Énergies, que ce soit la CIE. Il faut que vous vous entendiez pour venir vous asseoir sur cette table-là, et d'ailleurs c'est une invitation avec ta permission, Brice, Une nouvelle pour invitation. expliquer une nouvelle invitation parmi toutes celles qui ont été lancées pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui se passe. Et je pense que... Vous En êtes tout cas, Vas-y. Bon, allez-y, Sophie Aïda. Merci. Non, j'allais dire que selon une source très infiltrée aussi de mon côté, le problème est au niveau, aujourd'hui n'est plus au niveau de la CIE, mais de l'État. Parce que là, on parle de justement ces infrastructures qui doivent être mises en place. Je pense que c'est l'État qui devrait Investir. investir plus. Bon, alors justement, l'État, la Selon moi. CIE, À Côte qui la d'Ivoire, faute à qui la faute? Ça, franchement, c'est pas aux contribuables d'en souffrir. Oui, non, c'est clair. Il y a un besoin Tout à fait. d'action et je crois que ce ras-le-bol des populations aujourd'hui là traduit ce manque d'action et ils n'en ont pas à en souffrir. Voilà. Pour le contribuable, c'est pas gratuit. Le contribuable, il paye, donc il a besoin à un moment d'avoir des explications sur ce qui se Et passe. surtout, n'oublions pas qu'en plus des ménages, il y a des entreprises Mais qui bien n'ont sûr. pas Ça. de groupe électrogène Mais pour même pouvoir les feux fonctionner. tricolores qui ne fonctionnent pas, qui Il y a eu créent des accidents. embouteillages Des monstres accidents. aujourd'hui. Ça implique aujourd'hui l'intégrité physique même de l'Ivoirien. Donc à un moment, il faut Monstre. quand même communiquer, il Moi, faut un j'ai- minimum de respect, il faut Moi, dire j'ai qu'est-ce un qui se proche passe. qui Il faut m'a qu'on soit bien un fait peu la savoir. communiquer Voilà, très les communiqués basiques, basiques, bateau. laconiques, Oui, à la il y a eu limite, un oui. problème, on est en train de travailler à l'amélioration de vos conditions, patati patata, c'est bien beau, mais on veut savoir, là on a un problème, mais on le voit aujourd'hui, Moi, on je a un pense que vrai les problème. Ivoiriens Faut sont nous très dire. compréhensifs. Si c'est un C'est ça, délestage, il ne faut pas Oui, exagérer. c'est nous, ça. effectivement, en ce moment, il n'y a pas d'eau. C'est pas vous qui fabriquez l'eau, Produisez, qui au produisez niveau l'eau. des Donc, s'il n'y barrages a et pas tout d'eau, ça, qu'on est oui. en période sèche, il n'y a pas de problème, on peut comprendre. Non, et puis vous Dites-nous. avez soulevé un point qui est très important, c'est justement l'absence de feux tricolores dans la ville. Vous vous rendez pas compte de justement l'inconvénient que c'est. C'est-à-dire c'est des embouteillages. Pour l'économie, 45 déjà. minutes pour aller de la 8e tranche à la Palmeraie. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est justement sans compter les accidents, parce qu'on voit déjà quand on a les feux tricolores, tout le monde n'est pas forcément très droit dans ses bottes au volant. Alors là, quand il n'y a pas de feu tricolore, il n'y a pas de courtoisie et tout. Bon, là, je parle de quelque chose de personnel. Si. Donc, En tout cas, moi, je pense que les Ivoiriens sont Chacun a vécu un compréhensifs, désagrément à oui. son C'est niveau ça, concernant cette situation-là et je pense que le ras-le-bol des Ivoiriens est entendu et ressenti par les responsables donc, en question. Chacun va définir donc les responsabilités. Mais qu'ils se prennent à main oui. pour venir ensemble, Ouais. parler de ce problème, expliquer aux Ivoiriens Ils ont des conventions. pourquoi ça ne Je pense fonctionne qu'ils ont pas. des conventions au niveau Voilà. des contrats qu'ils ont par rapport à l'exploitation, par rapport à la gestion des problèmes et tout. Et entre C'est eux, pas ils que savent très chacun bien qui se doit rejette parler. la faute, Entre eux, il ils faut savent qu'ils très savent. bien qui doit parler. Voilà, Donc qu'ils se vous prennent la qui devez parole. parler pour expliquer aux Ivoiriens, s'il vous plaît, faites un effort de communication à ce niveau-là. Ou bien résolvez le problème. Si vous ne voulez pas parler, c'est votre droit. À ce mais niveau-là, on je pense pose que le problème. je suis assez pessimiste parce que selon ma source, il va falloir que le niveau des barrages, donc atteindre le niveau des barrages, il faut que le niveau des barrages soit assez haut pour avoir un stock d'énergie disponible conséquent. Donc c'est une période d'au moins 2 mois. Donc on est en Bon, je pense sécheresse. que peut-être qu'avec la Bah oui, fin réparation mai. éventuelle de la turbine, Et ça puis- peut et puis la compenser saison des pluies qui pour faire arrive forcément aussi. qu'on attende les niveaux. Techniquement, il y a toujours une solution, je pense. Donc on croise les doigts. La saison n'est plus Moi, je vais être arrivée au mois de mai, optimiste. donc, It can be Moi, je vais être mi- it can optimiste. be Peut-être que ce miracles. problème-là, Miracles, on pourra really. trouver une solution. Lorsque vous allez rentrer chez vous ce soir, je croise les doigts. On croise les doigts. J'espère Franchement, que vous j'espère aurez que du j'aurai de courant. l'électricité à la Si vous maison n'avez pas de et de courant, l'eau. j'espère retrouver ce même optimisme demain. Très bien. Il est à toute épreuve, cet optimisme, je vous rassure, monsieur Kouachi. Bon, alors, on va aborder un troisième point, parce qu'on Yes. ne va pas s'arrêter sur l'électricité. Déjà qu'on en a, on va en profiter. Eh bien, c'est à l'international. Sophie Aïda, bonne nouvelle pour la Très. famille de George Floyd. J'ai même envie de dire pour le repos de l'âme de George Floyd. Oui, très bonne nouvelle pour sa famille, pour le repos de son âme, pour la communauté noire américaine aux États-Unis. Pour tous les épris de justice. Exactement. Derek
Derek Chauvin, donc l'ex-policier blanc de 45 ans qui avait été accusé d'avoir causé la mort par asphyxie de l'Afro-Américain George Floyd, qu'il avait interpellé avec 3 autres agents, on s'en souvient, pour une infraction mineure le 25 mai 2020 à Minneapolis, a donc été reconnu coupable du meurtre de ce dernier. Donc le verdict est tombé hier, mardi 20 avril, où il a été déclaré coupable donc, des 3 chefs d'accusation pour lesquels il comparaissait. Il est donc coupable de meurtre au 2e et 3e degré et d'homicide involontaire par le jury d'origine ethnique diverse. Et je pense qu'ils ont voulu le préciser pour montrer que voilà, c'était pas que des Noirs américains dans le jury et qui l'ont accusé par, on va dire, par anger, colère. Voilà. Donc au terme de 2 jours de délibération à huis clos. Alors l'ancien policier a été menotté immédiatement et écroué. L'annonce du verdict, on l'a vu pour ceux qui ont regardé un petit peu les réseaux sociaux, a suscité énormément de joie devant le tribunal, sur les réseaux sociaux, dans la famille de George Floyd. Il y a une vidéo qui tourne où on voit justement des membres de sa famille à chaque fois écouter et puis réagir au verdict. Donc on se souvient encore de ces images qui ont choqué le monde entier et qui ont suscité des manifestations d'une ampleur historique contre le racisme et les violences policières qui ont commencé donc aux États-Unis et puis qui se sont, on va dire, répétées un petit peu partout, notamment même en France. Et on voyait donc sur ces images-là Derek Chauvin qui avait son genou sur le cou de George Floyd pendant plus de 9 minutes alors qu'il était allongé et menotté dans le dos et qu'il a demandé à l'aide. Alors c'est une très très bonne nouvelle, comme on le disait tout à l'heure, pour la famille, selon l'avocat justement donc de la famille de George Floyd, qui s'est exprimé en disant: coupable, une justice obtenue dans la douleur a finalement été rendue à la famille de George Floyd. Ce verdict est un tournant dans l'histoire. Et puis Joe Biden aussi s'est exprimé depuis la Maison-Blanche. Dans la soirée, dans un discours solennel, il a appelé l'Amérique à lutter contre le racisme qui entache son âme. L'heure est venue pour ce pays de se rassembler, a-t-il ajouté. Et le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George, mais cette décision peut être le moment d'un changement significatif. Alors, c'est une bonne nouvelle, on peut s'en réjouir, mais il faut savoir qu'au même moment, aux États-Unis, lorsque ce verdict était en train d'être donné, une jeune adolescente de 16 ans ou une adolescente de 16 ans, Ma'Khia Bryant, a été tuée par un policier qu'elle avait appelé pour demander de l'aide parce qu'il y avait une bagarre de jeunes filles devant sa maison. Donc le policier, quand il arrive, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu d'attaque. Il s'est directement dirigé sur elle et il l'a tirée. Et elle est morte sur le coup. Donc ça a révolté, encore réveillé, en tout cas, on va dire, une révolte dans le cœur des Américains, encore une fois, de se dire, mais à quel moment est-ce que... Policier blanc. À quel moment est-ce que ça va s'arrêter? Donc c'était une jeune fille de 16 ans, pleine de vie, et qui véritablement a appelé pour demander de l'aide. Avec George Floyd, il y a 2 ou 3 niveaux. Il y a déjà l'aspect de la violence policière, d'accord. Il y a ensuite l'usage abusif de la force. Il y a ensuite le volet racial. Et le non-assistance à personne en danger, parce que la personne, il demandait de l'aide. Il a appelé de son dernier souffle, il a demandé, il a dit, j'arrive pas à respirer. Help me. Donc c'est historique, ce verdict-là. Totalement. Parce que comme on a dit, il permet également de démontrer l'action de la justice aux États-Unis. De nombreuses personnes avaient craint que Derek Chauvin s'en sorte. Exactement, il y a eu des manifestations, voilà. 400 mais personnes. Mais on n'a pas encore la sentence. Je pense que le juge doit donner la sentence dans 8 semaines. Ouais, mais bon, il est déclaré coupable, you know what I mean. Donc oui, dans 8 semaines, il a la possibilité de faire appel entre maintenant et les 8 semaines. Est rendu parce qu'il a été reconnu coupable. Il a été écroué. Voilà. Donc, par contre, ce qui attire mon attention, c'est ce deuxième fait qui amène à se demander si réellement il ne faut pas aller plus loin, dans une réforme, plus loin dans les sanctions pour vraiment changer cette mentalité, parce que c'est la preuve que même justice rendue, il y a encore des gens qui ont la tête très dure. C'est même pas des sanctions, c'est une réforme du système policier aux États-Unis, period. Il y a un véritable, c'est un fléau, c'est un problème, c'est un fléau. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un jeune noir américain pareil qui se faisait tuer par erreur parce que la policière a sorti son arme pensant sortir un taser. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter quoi. Il faut sortir un taser. Le taser, il est à gauche. Le taser, en plus, il est à gauche, l'arme est à droite. Mais en plus, il y a une sécurité sur l'arme. Come on. Donc voilà.
On a l'impression que c'est une véritable cabale contre les jeunes noirs américains. Mais je pense que les tensions raciales sont assez vives et toujours, malgré le nombre d'années, malgré toutes les réformes qu'il y a eu, malgré l'accès à plus de droits civiques pour les noirs américains. Et mon inquiétude aussi, c'est vrai qu'il faut saluer ce verdict, mais on sait tous les espoirs aussi que on va dire que l'élection de Joe Biden pouvait apporter. Ouais. Est-ce que finalement, cette sentence, ce procès n'est pas une sorte de faire-valoir pour, on va dire, aider Joe Biden à bien démarrer, ça c'est juste des suppositions, aider les démocrates à bien démarrer leur nouveau mandat, parce que derrière, il y a beaucoup d'autres procès à faire. Exactement. Les procureurs de justice ont beaucoup de travail à faire. Il y a Breonna Taylor, il y a plein d'autres cas de ce type qui sont légion. Trayvon Martin, par exemple, sont tués par des policiers blancs. Qui est toujours en train de courir. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est un faire-valoir, mais il ne faudrait pas que ça reste juste à ce niveau. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de procès parce qu'il y a des cas multiples. Il y a également le volet de la mobilisation. Oui, il faut noter que ça déclenchait une vague de réactions, de mobilisation. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens se disent plus qu'ils sont dans une forme mais ça n'arrête pas les policiers. Ça n'arrête pas les policiers. Il y a une amélioration dans le sens où aujourd'hui on est passé de la simple dénonciation et de ce qu'on pourrait appeler une forme d'ignorance des autorités à aujourd'hui une forme de réaction, même si cette réaction est minimale, comme on peut l'estimer. Mais on est passé de la dénonciation à la réaction des autorités. Donc c'est petit à petit que les choses se font. Ah non, mais petit à petit c'est pas possible. Là, à ce niveau-ci, c'est plus possible. Non, je veux dire, il y a déjà un pas de fait, justement. Mais on compte quand même plus de 20 personnes tuées par la police depuis le début de l'année aux États-Unis. You know what I'm saying? Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a quand même une amélioration dans le traitement de ces dénonciations-là. Il y a des réactions, ce qui n'était pas le cas avant. On va peut-être expliquer un peu la passion de Sophie pour ce cas-là, parce qu'ayant vécu aux États-Unis, je pense... J'ai des frères qui sont aux États-Unis, j'ai mes cousins qui sont aux États-Unis aujourd'hui, exactement. Donc ça fait peur. Et en plus, la mort en sécurité, de George Floyd, je pense, n'a pas changé la perception des Noirs américains, le comportement qu'ils ont lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils sont en voiture, qu'ils entendent une voiture de police derrière eux. Jamais. Là, ça n'a pas changé du tout. Je suis une femme noire. Mais aux États-Unis, quand tu entends la police, quand tu entends rouler dans ta voiture, rien que le piou-piou que tu entends, mais ton cœur commence à battre, même si tu sais que tu n'as rien fait. Parce que tu ne sais pas si cette arrestation sera la fin de ta vie ou pas. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est depuis. Moi, j'ai grandi pendant 15 ans. Je suis arrivée aux États-Unis dans les années 2000, au début de 2000, you know? Donc, c'est ce que j'ai vécu pendant 15 ans. Donc, c'est pas depuis hier, c'est pas depuis 2 ans ou depuis 5 ans. Et ça continue aujourd'hui, à tel point que c'est devenu plus gros. C'est devenu plus gros, où on est capable de tuer quelqu'un, on vous filme en train de tuer quelqu'un, vous ne bronchez pas, vous ne bougez pas. You know? C'est insane. Moi, j'ai voulu offrir un cadeau à mon fils et j'ai décidé de lui offrir une voiture de police. Il m'a dit tout de suite non. Non. Wow. Incroyable. Il m'a dit tout de suite non. Un enfant. Il y a un fossé entre la police et les populations. On va se saisir de ce fil-là pour encourager nos jeunes à rester au pays, à rester en Afrique, pour essayer de construire cette Afrique-là. Voilà, vous avez choisi votre angle, mais surtout... C'est bien parce qu'en plus, tu as des stars comme Stevie Wonder qui ont décidé de rentrer, des humoristes comme Dave Chappelle qui ont décidé, en tout cas qui ont prévu de Stevie Wonder au Ghana, Dave Chappelle en Afrique du Sud, etc. On devrait être partout en sécurité dans le monde. Il ne faudrait pas estimer qu'ici ou là-bas, ce serait plus simple d'être en sécurité là-bas ou ici. Cette situation, en tout cas avec George Floyd, ce verdict, on espère faire un petit peu bouger les lignes. Mais au-delà de la sécurité, excuse-moi, c'était pas juste la sécurité, c'est comment est-ce que un noir américain se sent dans ce pays-là, qui est censé être son pays. Donc c'est au-delà de la sécurité. Je pense que c'est pour ça que Stevie Wonder, par exemple, a décidé de déménager au Ghana. Très bien. Monsieur Katou Kabir-Roland, il est avec nous autour de cette table. Il est le sous-directeur des études et du suivi des politiques publiques au Sénat. Bonsoir, monsieur Katou. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. On avoue que ça n'a pas été très facile d'avoir quelqu'un du Sénat qui a accepté de s'exprimer. Donc, vous portez la voix du Sénat aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Déjà, merci d'accepter de le faire. Merci. À mon tour également, je voudrais dire merci à la direction de Live TV au nom de M. Janois Oussou-Kouadio, président du Sénat, pour l'opportunité qui nous est donnée de parler du Sénat aujourd'hui. Très bien. Alors justement, le Sénat, de nombreux Ivoiriens se posent des questions, de nombreuses questions. Et je pense que pour un grand nombre, la première question, c'est quoi le Sénat ?
Alors, Est-ce que c'est les députés? Est-ce que c'est quoi le Sénat? d'accord. Alors, déjà, je voudrais indiquer que, et il est important de le rappeler, que la démocratie, l'organisation de la démocratie dans un État sépare les pouvoirs en trois. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir législatif, dans notre Constitution, indique qu'il est exercé ce pouvoir-là par le Parlement. Et le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Sénat est donc une chambre parlementaire qui exerce, aux côtés de l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif pour le vote des lois et un ensemble de missions que nous aurons le temps de regarder ensemble. Et en quoi le Sénat et l'Assemblée nationale sont complémentaires? Quelle est la plus-value du Sénat dans ce schéma? Alors, Je peux compléter la question. Vu que depuis longtemps, on a fonctionné sans un Sénat. Et à un moment donné, il y a eu peut-être un besoin d'avoir un Sénat. C'est pour quelle raison? Voilà, vous avez compris la question. Ici, ça s'appelle un tiers groupé. Alors, déjà, il faut indiquer que sur le plan historique, le Sénat a été créé dans la Constitution en 1998. Beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas. Il y a eu une révision de la Constitution en juillet 1998 qui a créé le Sénat, donc par voie parlementaire. Les événements sociopolitiques que nous avons connus dans notre pays ont conduit quelque temps plus tard à la dissolution de la Constitution et finalement la Constitution qui a été reprise en 2000 n'a pas pris à son compte le Sénat. Et donc, ça c'est du point de vue historique, je poursuis. En 2010, les deux candidats qualifiés au second tour de l'élection présidentielle avaient dans leur projet de société, dans leur programme de société, la création du Sénat. Tout cela, je le dis pour indiquer que les différents partis politiques qui ont présidé aux destinées de la nation depuis toutes ces années ont tous pensé à l'utilité de créer le Sénat. Justement, alors, Monsieur Katou, un bon nombre d'Ivoiriens pensent que le Sénat, c'est un peu, on va dire, une sorte de maison de retraite des politiques. Alors, dites-nous, en quoi consiste réellement le rôle d'un sénateur? D'accord. Alors, ce n'est pas exactement cela, ce n'est pas une maison de retraite. Les sénateurs sont véritablement au travail. Ils ont pour mission, en partage avec l'Assemblée nationale, de voter la loi, de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques et également d'assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, jusqu'à 1998, j'ai envie de dire, on a fonctionné sans Sénat. Je pense que les choses allaient plutôt pas mal. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ces Sénats-là, on a parlé de sa plus-value. Personnellement, je n'ai pas été très convaincu. Je me suis dit, bon, depuis 60 jusqu'à 98, ça marche plutôt bien. Et tout le monde dit, tiens, il faut qu'on crée un Sénat. Et après, les gens disent, bon, le Sénat, même là, on ne voit pas trop à quoi il nous sert en Côte d'Ivoire. Vous avez eu ce sentiment-là? On vous a remonté ces informations-là? Oui, ça revient régulièrement et c'est compréhensible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif du constituant en créant le Sénat, c'est, si vous voulez, de permettre au Parlement de tirer profit de ce que l'on peut appeler la richesse de la démocratie participative. En ce que le Sénat, par sa nature, assure la représentation des collectivités territoriales. Ici, il s'agit précisément de faire en sorte qu'il y ait un autre regard qui est porté sur la loi, à travers les représentants donc, de ces collectivités-là. Aux États-Unis, vous avez la Chambre des représentants, vous avez à côté le Sénat qui représente les États confédérés, et en France, vous avez, je dirais en Angleterre d'abord, vous avez la Chambre des Lords qui est la Chambre des nobles, donc qui représente le Sénat. Ici, le constituant a souhaité que les collectivités territoriales qui existent en Côte d'Ivoire aient des représentants pour porter également un regard sur la loi. Et c'est certain que plusieurs regards sur le même sujet ou sur la loi qui régit notre société ne peuvent qu'en améliorer la qualité. Concrètement, 99, si je ne me trompe pas, 99 sénateurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus que nos députés ne font déjà? C'est ce que je viens de dire. Non, le fonctionnement, parce que c'est vrai, vous parlez vous avez donné des exemples. On a dit, par exemple, comme l'a dit Brice, on a fonctionné sans Sénat depuis 1998, malgré la promulgation de la loi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un sénateur m'apporte dans le développement de mon pays? Alors, de façon concrète, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, depuis son installation au Sénat, on aimerait vous permettre de dérouler un tout petit peu les actions menées par nos sénateurs jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir répondre à la question de Mme Bleu peut-être. Alors, tout est indiqué. Le constituant a souhaité que nous ayons deux chambres pour améliorer la qualité de la loi.
C'est ça le rôle du sénateur, c'est de voter la loi, de consentir l'impôt, d'évaluer les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement. C'est une démarche qui consiste à emmener, comme je l'ai dit, un nouveau regard, une perception qui est l'aspiration de ce que les sénateurs représentent, à savoir les collectivités territoriales, les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc ils apportent ce regard-là. Ils sont leurs représentants. On peut ne pas voir. Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est que les députés, pour le cas des députés, ils sont élus au suffrage universel direct, donc par la population, qui se sent directement concernés parce qu'ils élisent leurs députés. Mais ici, ceux qui sont concernés par la création du Sénat, ce sont les collectivités territoriales qui trouvent aux représentants, puisque les sénateurs sont élus à travers un suffrage universel indirect, qui trouvent à travers les sénateurs une voix pour porter leurs aspirations. Voici ce que le Sénat apporte. Mais il y a combien de lois qui ont déjà, par exemple, été créées par... Et que les sénateurs ont poussé ou accepté ou validé? Au total, alors, en 2019, deuxième année de législature, 23 projets de loi ont été adoptés. En 2020, c'est 69 projets de loi qui ont été adoptés par le Sénat avec l'amendement. Vous savez qu'avec des amendements, parce que les parlementaires ont tous le droit d'amendement. Donc, il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été faits. Et c'est justement ces amendements-là qui permettent d'améliorer la qualité de la loi. Quand vous dites que le Sénat représente les collectivités territoriales, vous entendez quoi par là? Alors, il faut indiquer que tout à l'heure, Madame Bleu le disait, le Sénat est constitué de 2 tiers de membres élus au suffrage universel indirect par un collège constitué de conseillers municipaux, conseillers régionaux, conseillers de district, donc qui élisent ces 66 sénateurs dans notre cas, qui sont issus des 31 régions que nous avons en Côte d'Ivoire et des 2 districts autonomes. Ce que je voulais comprendre par cette question, puisque vous dites que les collectivités territoriales préfèrent être représentées par les sénateurs, contrairement aux députés qui, eux, sont élus par la population et qui sont censés parler au nom de la population, mais population également gérée par les différentes collectivités territoriales. Est-ce que là, nous ne sommes pas dans un projet politique qui tendrait à s'assurer de faire passer certains projets de loi qui pourraient peut-être rencontrer des murs au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que quand vous expliquez comment est-ce que sont élus les sénateurs qui ne représentent pas forcément la population, mais qui sont également élus par les collectivités territoriales qui, on le sait, sont très proches, on va dire, du gouvernement en place, est-ce que ce n'est pas une façon de s'assurer de faire passer les lois au niveau politique? Alors déjà, est-ce qu'on peut dire que les sénateurs sont plus proches du pouvoir que les députés? Non, il s'agit du législatif. Je n'ai pas dit les sénateurs, D'accord. J'ai parlé des collectivités territoriales, comme vous l'avez dit. D'accord. Alors les collectivités territoriales, il faut dire que les sénateurs sont les élus des élus. C'est-à-dire que les collectivités territoriales elles-mêmes sont constituées d'élus par le peuple. Donc vous avez une assemblée qui est élue directement par le peuple et une autre assemblée qui est élue des élus. Voilà. Il y a cette séparation de pouvoir que j'ai tenu à préciser au départ pour indiquer que nous sommes dans le législatif. Et donc, il s'agit d'un autre pouvoir donc, qui reçoit des projets de loi ou qui fait des propositions de loi qu'ils essaient d'amender à leur niveau. Les textes sont travaillés de sorte à sortir la meilleure qualité de loi possible. Mais monsieur Katou, vous n'avez pas parlé, on a dit 99 sénateurs, 66 sont élus au suffrage universel indirect et les 33 autres sont choisis par le président. Merci beaucoup, oui. Effectivement, le président de la République... Donc proche du pouvoir? Non, pas forcément. Quelle est la différence? Ils sont nommés par le président de la République, mais une fois nommés, ils exercent dans le pouvoir législatif et donc... Et quels sont les critères de sélection? Donc vous avez une partie des sénateurs qui sont nommés par le président de la République, oui. Et vous en avez une autre qui sont élus par les élus des collectivités territoriales. Exact. Pour en revenir à mon point de vue, est-ce que ce n'est pas une façon de faciliter le passage des projets de loi? Non, je ne dirais pas comme ça. De toute façon, un projet de loi, quand il est soumis par le gouvernement, c'est bien pour qu'il soit adopté, qu'il ait été amendé ou pas, c'est bien pour qu'il soit adopté parce qu'il y a un problème qu'on veut régler avec une loi. Ça veut dire qu'il y a une forme de filtre. Non, il faut qu'il soit adopté, c'est vrai, mais par le consentement des populations qui sont représentées par leurs députés. Bien sûr, et c'est cela, parce que les députés sont redevables vis-à-vis de ceux qui les ont élus, les sénateurs également sont redevables vis-à-vis du collège qui les a élus. Et donc, la loi arrive. Une loi, quand elle est proposée, c'est pour régler un problème. Pour ceux qui sont élus.
Élu ou nommé. Parce qu'une fois que vous êtes élu, vous exercez au Parlement dans le pouvoir législatif. Vous n'êtes pas dans l'exécutif. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour ce qui concerne le Sénat. Sur les 33 sénateurs qui ont été nommés par le président de la République, il y en a 2 qui ne sont membres d'aucun groupe parlementaire. Alors, c'était dans l'objectif de grossir les rangs du groupe parlementaire proche du pouvoir, ces sénateurs. Oui, mais c'est un choix. Vous savez, ça fait 31 qui viennent en plus. C'est un choix. Vous savez, il arrive que des sénateurs ou même des députés soient élus sous une bannière et changent de bannière dès qu'ils arrivent au Parlement. C'est un choix qui est totalement libre. Les sénateurs, une fois dans la Chambre, ont le choix d'adhérer à un groupe parlementaire ou à un autre. Très bien. Comment se fait par exemple le suivi des politiques en matière d'éducation, de santé, même de sécurité, ou même quand on n'a pas d'électricité, on ne sait jamais. Est-ce que vous pensez ces questions-là? Oui, bien sûr. Alors, d'abord à travers les projets de loi qui sont proposés, les sénateurs ont l'occasion d'interroger les représentants du président de la République, les commissaires du gouvernement, sur les projets de loi qu'ils soumettent. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques, vous avez dû suivre le discours d'orientation du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session 2021. Il indiquait à titre prospectif que le Sénat a exercé pendant les 3 premières années de législature sur sa mission de vote de la loi, et qu'à partir de cette nouvelle législature, donc les autres missions que sont le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques seront des pans importants pour la législature à venir. Et donc il a cité, pour terminer, des grands secteurs qui intéressent la vie nationale, notamment, vous l'avez entendu, l'éducation, le système de santé, la protection de l'environnement et même la modernisation, la transformation je dirais, de notre administration. Contrôle de l'action de gouvernement, c'est-à-dire que les sénateurs ont la possibilité de convoquer un ministre pour lui poser des questions sur une situation qui concerne les populations et qui concerne également l'implication de ce ministère en question. Parfaitement. C'est un mécanisme qui existe à travers les questions orales ou écrites au président de la République. Pour les questions orales, donc le président envoie un de ses ministres répondre à la question. Ça a déjà été fait? Non, mais je pense que c'est ce qui se profile. C'est pas que j'y crois pas beaucoup, mais je pense que ça n'arrivera pas forcément, puisque vous avez quand même 33 qui sont nommés par le président de la République. C'est un peu difficile pour eux de convoquer un ministre du gouvernement. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu ailleurs. Non, je parle de la Côte d'Ivoire, parce que justement, pour en revenir à ces nominations au niveau du Sénat, le Sénat me paraîtrait beaucoup plus crédible, peut-être au niveau justement de la représentativité comment je peux dire ça, du bien-être des populations, si ils étaient tous élus. Alors, pourquoi nommer des sénateurs? Est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Mais je crois que même à la Cour constitutionnelle, il y a même des juges qui sont nommés par le président de la République. Oui, pour dire que... Oui, pour dire malheureusement, on n'a pas le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. C'est un choix du constituant que le président de la République nomme un tiers des sénateurs. Ce sont des choses qui ne sont pas figées, qui peuvent évoluer. Déjà, il faudrait déjà créer le Sénat. Le Sénat est créé, le Sénat exerce, le Sénat va faire toutes ses preuves et des choses peuvent évoluer. Le nombre de sénateurs également, la représentativité de nos différentes collectivités peut évoluer et même le mode de désignation également peut évoluer dans le sens que vous évoquez. Vous avez dit que le Sénat va faire ses preuves. Alors, combien de temps il faut au Sénat aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour montrer ce dont il est capable? C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Le Sénat a 3 années, entame sa 4e année de législation. La première année a été l'année de mise en place d'un certain nombre d'instruments pour fonctionner, notamment le règlement du Sénat. La 2e année a vu le Sénat entrer dans l'une de ses missions constitutionnelles à travers le vote de la loi. La 3e année également s'est intensifiée en activité avec le vote de la loi, avec plus de projets de loi, mais également avec des séances d'information parlementaire. Il y a été des occasions des membres du gouvernement de venir expliquer, même de présidents d'institutions, de venir expliquer les dossiers qu'ils ont à gérer. Et donc c'est vraiment, le Sénat est déjà en pleine action. Voilà. Vous nous dites que les choses ne sont pas figées, donc elles peuvent évoluer. Oui. C'est vrai que vous êtes là pour nous expliquer, pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais ce qui fait un peu jaser, ce qui fait que les gens ne comprennent pas beaucoup aussi, ce sont les questions de chiffres. Si vous permettez, j'espère que vous êtes assez bien placé pour les connaître. Combien coûte le Sénat aux contribuables ivoiriens? 0,1% du budget. 0,1% du budget.
Et Ça a l'air oui, minime comme ça, justement. mais le budget de la Côte d'Ivoire, Oui. c'est quand même assez conséquent. Ouais, Non, peut-être la dire- question à le poser, dire- c'est combien gagne un sénateur? On allait y arriver. On allait y Le arriver. dire, ce n'est pas dire que ce n'est pas important. Toute partie du budget est importante pour nos concitoyens. Ils ont le droit de savoir ce qui est fait. Et c'est pour cela que je pense qu'il ne faut pas focaliser sur la valeur du budget, mais plutôt sur ce que le Sénat apporte en termes d'action sur la loi, sur l'amélioration de la qualité de la loi. C'est cela qui, pour moi, est beaucoup plus Justement, important que la et valeur. par rapport à ça, parce que je voulais revenir à votre réponse quand j'ai demandé comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on voit, on mesure les preuves que le Sénat fonctionne. Maintenant, si au bout de, on va dire, 5 ans, 6 ans, on se rend compte que le Sénat ne fonctionne pas, qui est-ce qui décide de dissoudre le Sénat ou de... Qui Ne fait perdre son travail à monsieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les séances du Parlement sont des séances publiques. Il arrive, et c'est prévu dans la Constitution, des mécanismes par lesquels certaines séances peuvent se tenir à huis clos, mais les séances sont publiques. Et le Sénat souhaite que nos concitoyens s'approprient cette institution. Et il faudrait que nos concitoyens puissent venir suivre les débats maintenant avec tous les outils que nous avons. Toutes les séances du Sénat sont diffusées. On a une direction de la communication qui travaille excellemment et qui nous permet de suivre, même à distance, tous les travaux du Sénat. Et donc, on invite les... Non, mais je vais préciser la question de Sophie Aïda. Aujourd'hui, on a un Sénat qui a été mis en place. Il est né un tout petit peu avec beaucoup de scepticisme de la part des personnes. Non, est-ce qu'il n'est pas trop budgétivore? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un Sénat? Est-ce que ce n'est pas une institution de trop? Et puis vous dites, bon, ça y est, on arrive comme ça, mais on a besoin de travailler pour que les Ivoiriens nous fassent confiance. Et si on se rend compte que, bon, à la fin de la journée, le Sénat n'avait pas convaincu. Est-ce qu'il y avait la possibilité qu'on puisse ne plus avoir de Sénat? Et qui décide? Ce serait le choix du constituant. Très bien. Tout comme la création du Sénat a été le choix du constituant. Du constituant, c'est Donc, important. le président de la République d'alors, en 1998, a estimé que c'était bon. Il a proposé au Parlement qu'il a adopté, le Sénat a été créé. Le président actuel, tout comme celui qui était là avant lui, a pensé que le Sénat était bon. Le président de la République, lui, il a soumis au référendum la création du Sénat à travers la nouvelle Constitution. Le peuple a accepté cette Constitution et donc ça vaut acceptation des institutions qui sont créées, pas que le Sénat. Et Très donc, bien. Voilà. J'ai entendu collectivité territoriale, collectivité locale avec les mairies. En fait, juste pour faire le pont avec l'interaction avec d'autres institutions. Aujourd'hui, le Sénat interagit avec l'Assemblée nationale, avec les députés. Est-ce que vous interagissez avec d'autres institutions, les mairies, tout ce qui concerne le bien-être des populations? Parfaitement. Il faut dire que concernant les collectivités territoriales, le Sénat a organisé en 2020, en février 2020, avant que nous connaissions toute la période de pandémie dans notre pays, donc a organisé un forum du Sénat avec les collectivités territoriales, justement, pour les entendre sur un certain nombre de thématiques qui concernent la décentralisation, les entendre et porter leurs aspirations dans les projets de loi qui vont être examinés et adoptés par le Sénat. Alors, le Sénat assure également la représentativité des Ivoiriens qui sont établis hors du pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, que le Sénat doit porter également les aspirations de ces Ivoiriens-là, qui sont une frange importante pour notre pays. Et d'ailleurs, je vous ramène au discours d'orientation du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session 2021. Il a indiqué que le Sénat entrevoit pour cette année 2021 de réfléchir à cette question. Et donc, il y aura certainement, et c'est sûr, il a déjà annoncé un forum du Sénat avec les Ivoiriens de l'extérieur. Il y a une grande question sur ce plateau-là concernant le renouvellement du Sénat. C'est une question qui est revenue. La législature. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens par rapport à ça? Alors, tout est encadré par nos textes. Tout est encadré par nos textes. En mars 2020, je pense que vous avez suivi une révision constitutionnelle et ensuite une révision même du code électoral. Donc l'article 104 du code électoral révisé indique que les pouvoirs du Sénat expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de législature. Ce même article poursuit plus loin, deux alinéas plus loin, indique que toutefois, dans l'impossibilité d'organiser les élections, le Sénat reste en fonction jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. C'est donc en vertu de ces dispositions
que le Sénat poursuit sa législature et a ouvert par son président la 4e année de législature le 13 avril dernier. Dernière question, quelle est la moyenne d'âge des sénateurs ? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire exactement. Non, je n'ai pas le chiffre exact. Mais c'est la chambre des sages. La prochaine question, parce qu'elle a décidé la dernière question, je ne sais pas pourquoi. La prochaine question, elle est combien de femmes? Alors, le Sénat compte 19 femmes. Sur 99. Oui, mais vous savez que la question de la représentativité des femmes dans les assemblées élues est un souhait également du législateur. Mais ce sont les partis politiques qui proposent à l'élection. Mais pour ce qui concerne les 33, et j'allais y venir, le président de la République a pris soin de nommer 11 femmes sur les 33 qui ont été 33 sénateurs qui ont été nommés au Sénat. On approche de la moyenne. Bon, M. Kabié, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci surtout d'être passé, nous donner ces éléments d'information-là sur le fonctionnement du Sénat. Je crois qu'on en sait un peu plus. Après les interprétations et les commentaires, vous le savez, pour le quotidien des uns et des autres. Mais en tout cas, on en sait un peu plus sur le fonctionnement du Sénat. Non, je dis un courage à imiter. Il faut venir expliquer aux Ivoiriens quand il y a des questions qu'on se pose, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez accepté de venir sur le plateau. J'ai dit bien, vous avez accepté de venir sur le plateau. Merci beaucoup pour l'occasion que vous avez donnée de parler du Sénat et nous attendons, nous espérons qu'il y aura d'autres occasions pour permettre aux Ivoiriens de connaître cette institution qui est la leur. Merci. Pour pouvoir mieux la critiquer, il faut bien la connaître aussi. Merci beaucoup, M. Katou Kabié-Roland. Je rappelle, vous êtes sous-directeur des études et du suivi des politiques publiques au Sénat. C'est la fin de notre rendez-vous. Merci à tous et à toutes. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un moment de décryptage. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.